De la dictature de Primo de Rivera à la Deuxième République. La décennie des années 30 en Espagne explique en grande partie ce que nous sommes aujourd'hui. Tout commence avec une dictature et finit avec le début d'une autre, de Primo de Rivera à Francisco Franco. Cela est le début de tout. Tout commence en 13 septembre 1923, quand le capitaine général de Catalogne se révolte contre le roi Alfonso XII. Ainsi commence la dictature de Primo de Rivera, 1923-1929, qui va durer 6 ans. Mais avec Primo de Rivera, rien ne change. Encore plus de crises économiques, des tensions internes, des nouvelles idéologies, le nationalisme. Europe grandit, Espagne reste en arrière. Et comme ça, après une nouvelle crise économique, arrive en 1929 un autre général. Une autre dictature, Dámaso Berenguer. Cette fois, sans coup d'État. Consensuel. C'est le début de la dicta blanda. Littéralement, la dicta douce. Mais la dicta douce se prolonge, Langoni et Berenguer convoquent des élections. Oui, la démocratie arrive. Sans sang, sans armes. En paix. Lors des élections, deux groupes, les monarchiques et les républicains. Les républicains gagnent. Et le 14 avril 1931 commence la Deuxième République espagnole. Son premier président, Niceto Alcalá Zamora. C'est la première fois que nous avons un parlement avec une diversité idéologique. Des républicains, des gauches et des droites, des socialistes et des nationalistes. Mais Niceto Alcalá Zamora ne reste pas longtemps. Les partis de gauche sont désireux de réformes. Les partis plus conservateurs en ont peur. La tension commence. Et alors, en juin 1931, des nouvelles élections. Nous sommes toujours en paix. Cette fois, les républicains socialistes gagnent. Et avec eux, la Constitution. La première depuis le 19e siècle. Le président Manuel Azaña. Cette constitution contient des réformes qui font peur aux conservateurs. La souveraineté populaire, les droits au vote des femmes, le droit au divorce, le droit à l'éducation publique et gratuite pour tous, la division des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, la reconnaissance de la diversité culturelle de l'État espagnol, ce qui représente le chemin vers le statut d'autonomie, la séparation de l'Église et de l'État, Espagne devient laïque, la réforme pédagogique, qui envisage entre autres l'éducation mixte, et bien d'autres. Mais pas tout le monde a aimé ces mesures. La tension s'accélère. Les conservateurs, l'armée et l'Église les trouvent trop radicales. Les plus progressistes, les anarchistes et communistes pensent qu'elles sont insuffisantes. Et c'est à ce moment-là que la tension explose. Un nouvel essai des coups d'État, le général Sanjurjo échoue. La Guardia Civile, l'équivalent de la gendarmerie, tue le paysan anarchiste insurgé. Le compte à rebours commence. Alors, en février 1936, des nouvelles élections. À gauche, les partis populaires, PSOE, PCE, PUM, Parti ouvrier d'unification marxiste, Esquerra Republicana de Catalogne, les partis galiciens et les anarchistes de la CNT. À droite, les CEDA, Rénovation espagnole, la Phalange et les PNV se présentent chacun à son compte. Le Front populaire gagne et Manuel Azaña devient président. Avec lui reviennent les réformes. La gauche ouvrière avec une position clairement révolutionnaire et la droite qui veut la fin du système démocratique. La tension est brutale. Des bagarres dans la rue et des conspirations militaires. En tête, le général Mola. Et de près, Francisco Franco. Il compte sur l'aide de Hitler et de Mussolini. L'objectif, battre le gouvernement démocratique. Ils ont réussi. Désolé de vous gâcher la fin, mais oui. Le système démocratique dans lequel nous étions est détruit le 18 juin 1936 par un coup d'État
qui aboutit à l'épisode le plus triste de notre histoire et ouvre une blessure qui est encore ouverte aujourd'hui. C'est la guerre civile espagnole. Elle va durer 3 ans, de 1936 à 1939, et va causer des centaines de milliers de morts. Écoutez la triste et sanglante histoire de la guerre civile espagnole, pas à pas. Quelques jours avant le jour terrible, Manuel Azaña, vous souvenez-vous, le président de la République, il ne voulait pas prêter attention à une rumeur affreuse. Ça lui semblait impossible de croire que quelqu'un veuille terminer avec la démocratie. Erreur. La rumeur était certaine. Le 16 juillet, au nord de l'Afrique, un groupe de militaires, Franco, Varela, Mola et bien d'autres, ont organisé un truc énorme. Oui, détruire la République. Ils avaient pensé à tout. Ils devaient juste attendre le moment idéal. Et il a fini par arriver. Il manquait seulement les détonateurs. Il est arrivé sous forme de vengeance. Écoutez la chaîne de meurtres. Des phalangistes, des partisans de Franco, pour être bien clair, ils ont tué un militaire non franquiste. En réponse, certains de ses camarades ont tué José Calvo Sotelo, phalangiste. Et c'est sous cette inertie absurde de l'œil pour œil et d'imprudent que le général Mola et d'autres ont décidé, et oui, faire un coup d'État. Le coup d'État. Ça a eu lieu au Maroc. Et oui, à l'époque, l'Espagne avait une espèce de protectorat. À 5 heures du matin du 18 juillet. Pendant ce temps-là, Franco volait depuis les îles Canaries. Tout était mis en place. Et c'est comme ça que la guerre civile commence et l'Espagne reste divisée en deux. D'un côté, les contraires à la République, la faction nationale ou fasciste. Ce sont les rebelles. C'était l'Espagne franquiste, la plupart d'eux rattachés à l'armée, mais même si pas tous les militaires étaient franquistes. Il y avait aussi l'Église et les paysans. C'étaient des conservateurs, la droite idéologique. Ils étaient soutenus par l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste de Mussolini, le Portugal et l'Irlande. De l'autre côté, la faction républicaine, ce qu'on appelait les Rouges, défenseurs d'un gouvernement légitime, démocratique. C'était, d'un côté, l'armée populaire, formée par des communistes, des anarchistes, les nationalistes, les antimonarchiques. Avec eux, les miliciens, des volontaires qui ont participé à l'armée, et les brigades internationales, des étrangers qui viennent au secours de la démocratie. Des gens célèbres parmi eux, tels que Orwell ou Hemingway. Nous avons aussi reçu l'aide de l'ancien URSS, le Mexique et vous, la France. Comme vous le voyez, la faction républicaine était majoritaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont perdu la guerre? On pense que la raison principale était les divisions internes de la gauche et la méfiance. Il y en a d'autres, mais on en parlera un autre jour. Comment vous raconter, les troupes franquistes commencent à gagner des batailles. Galice se rend très vite. Il y a des batailles brutales. Le bombardement de Guernica en 1937, la bataille de l'Ebro. Parmi les derniers territoires à se rendre, Madrid. Ça a été compliqué. La résistance de Madrid a été très puissante. Ils ne passeront pas, criaient les gens. C'était le 1er avril. On avait perdu la guerre. Même s'il y avait beaucoup de résistants, les derniers, les maquis. La transition espagnole commence, ok. Mais de quoi à quoi nous transitons? Alors, de la dictature de Franco à un système constitutionnel et démocratique, ou monarchie constitutionnelle. Ça a duré presque 40 ans, de 1936 à 1975.
2 jours après la mort de Franco, Juan Carlos Ier est couronné roi d'Espagne, face aux cours franquistes, exactement comme le dictateur avait décidé 6 ans avant. Franco avait laissé tout à son goût. Le roi a permis à Arias Navarro de continuer à être le président du gouvernement, mais pas pour longtemps. En juillet 1976, Juan Carlos demande la démission d'Arias Navarro et le remplace par Adolfo Suárez. Faisons une parenthèse. Suárez est décédé en mars 2014 et on a renommé l'aéroport de Madrid aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Une fois de plus, le président a été désigné du doigt, cette fois par le roi, mais sans élection démocratique. Suárez parlera avec les différents partis politiques de l'opposition. L'objectif ? Instaurer un régime démocratique en Espagne. La première grande réussite était la loi pour la réforme politique en janvier 1977, qui a légalisé des partis comme le PCE, Parti communiste espagnol, interdit et poursuivi pendant le franquisme. C'était officiellement la fin du système politique franquiste et on convoquait des élections démocratiques pour le mois de juin. Les premières en 41 ans depuis 1936. Les partis récemment légalisés n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'organiser. Et en plus, ils s'opposaient à l'UCD, lidéré par Adolfo Suárez, qui sera à nouveau au pouvoir, mais sans la majorité absolue. Son principal devoir est d'assurer la rédaction de la Constitution espagnole, qui sera confirmée en référendum le 6 décembre 1978. Ce jour est actuellement férié en Espagne. En 1981, Adolfo Suárez démissionne. Le 23 F, c'est des coups d'État militaires. Il a eu lieu, justement, quand on votait pour lui trouver un successeur. Quand on récupère la normalité, Leopoldo Calvo Sotelo devient président. L'UCD se désintègre et ses composants adhèrent d'autres partis. Les démocratiennes rejoignent l'Alliance populaire, parti fondé par Manuel Fraga, ex-ministre de Franco. Alliance populaire se transforme en 1989 dans l'actuel Parti populaire, le PP. D'autres membres ont adhéré le Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE. Le reste, lidéré encore par Adolfo Suárez, crée le Centre démocratique et social, le CDS. Aux élections de 1982, le PSOE gagne. Pour la première fois depuis 1936, Espagne sera gouvernée par un parti considéré de gauche. Certains historiens fixent ici la fin de la transition. D'autres, en 1986. Quand Espagne entre dans la communauté européenne. Depuis 1982 jusqu'à maintenant, ils se sont alternés 2 partis politiques au gouvernement. Ça s'appelle bipartidisme. PSOE de 82 à 96, PP de 96 à 2004, PSOE de 2004 à 2011 et PP de 2011 à l'actualité. Vous vous demanderez ce qui s'est passé avec les victimes et les responsables des délits de franquisme. Alors, il y a 2 lois de grande importance qui l'expliquent. La loi d'amnistie et la loi de mémoire historique. Commençons par la première. La loi d'amnistie ou pacte d'oubli. On est en 1977. Adolfo Suárez, sous l'UCD, est le président. Souvenons-nous, le premier gouvernement démocratique depuis la Deuxième République. Cette loi libérait les prisonniers de guerre, autant les prisonniers politiques que ceux qui avaient commis des délits de sang. Au total, ça ne représentait que 89 personnes. L'Alliance populaire s'est abstenue dans les votes parce qu'il considérait que ce n'était pas une bonne solution. Quel était alors l'intérêt de voter une loi qui touchait seulement et apparemment à 89 personnes? En réalité, toutes les personnes qui avaient commis des crimes sous le franquisme, exécution, disparition, torture, seront protégées également par cette loi qui, sous un standard de faire table rase, permettait que les violations des droits humains commis pendant la dictature restent comme ça impunies. La deuxième, la loi de la mémoire historique, dont née en 2007, le PSOE est au gouvernement.
Certaines mesures sont établies à faveur de ceux qui avaient souffert des persécutions ou de la violence pendant la guerre civile et la dictature. Les victimes sont reconnues. Un bureau d'attention aux victimes est ouvert. Par contre, le gouvernement ne favorise pas l'aperture des fosses communes où sont les restes des représaillés du franquisme. Les associations de récupération des mémoires historiques ne sont pas d'accord avec ces points car la responsabilité d'entamer les recherches et les fouilles retombe sur elles et sur les familles. En 2012, le PP est à nouveau au gouvernement. Le budget assigné à développer cette loi est réduit dans 60%. Le bureau d'attention aux victimes disparaît. En 2013, jusqu'à l'actualité, la loi des mémoires historiques est annulée dans la pratique. Le gouvernement assigne 0 € à son application. Les associations qui mènent les recherches et les fouilles sont soutenues uniquement par les dons privés et la coopération de certaines institutions étrangères telles que le gouvernement d'Argentine. Quelle est la situation actuelle? Les associations de mémoire historique calculent que 180 000 victimes du franquisme, approximativement la population de Reims, sont toujours enterrées dans des fosses communes tout au long de l'Espagne. Ça représente le plus grand nombre de disparitions dans des conflits armés au monde, juste après le Cambodge. Face à cette évidence, certains membres du Parti populaire affirment que toutes ces fosses ont déjà été ouvertes. L'ONU demande la dérogation de la loi d'amnistie de 1977, car ça empêche les enquêtes des délits commis. Elle demande également une révision de la législation afin que la responsabilité des fouilles ne retombe pas sur les familles. Le gouvernement ne donne aucune réponse. Le gouvernement ne fait rien. Des personnages tels que Billy el Niño ou Jesús Muñecas, des reconnus tortionnaires du franquisme, juste une totale liberté et impunité en Espagne. La justice argentine demande l'extradition des anciens membres des forces de sécurité de l'État accusés de torture lors de la dictature franquiste. Le gouvernement ne leur donne pas suite. Il existe encore des centaines de lieux et de mémoires dédiés aux vainqueurs, aux rebelles, aux membres de la dictature. Des rues, des places, des collèges, des hôpitaux affichent encore le nom des militaires et dirigeants franquistes. Le plus grand symbole de la répression de Franco est son mausolée, où est enterré également Primo de Rivera. Il s'agit du Valle dos Caídos, la vallée des morts au combat. 250 000 personnes le visitent chaque année. En revanche, le seul musée de la guerre civile qui existe en Espagne est à l'arrière d'un bar à Morata de Tajuña, près de Madrid. Il a été créé grâce à l'initiative privée et individuelle du propriétaire. Aucun des gouvernements espagnols de la démocratie n'a considéré intéressant d'avoir une initiative d'État semblable. Des manuels scolaires déforment la réalité des représaillés reconnus internationalement, tels que Lorca ou Machado. Federico est mort près de son village pendant la guerre en Espagne. À vrai dire, il est mort fusillé parce qu'il était homosexuel et de gauche. Quelques années après, Machado est parti en France avec sa famille. Il y a vécu jusqu'à sa mort. En réalité, Machado a dû s'exiler en France en 1939 et un mois après, il est mort. Des manifestations de la phalange revendicatives de la dictature et même des dictateurs Francisco Franco et Primo de Rivera sont autorisées. Dans d'autres pays qui ont souffert de dictatures telles que l'Allemagne, l'Italie ou l'Argentine, des faits semblables sont considérés délits. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al
los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza